Sud Radio présidentielle 2022. La vérité en face. Absolument, la vérité en face. Il faut sauver les commerces. Et voilà, l'élection présidentielle arrive. C'est un sujet, bien sûr, c'est une priorité. Pour en parler ce matin, Johan Petiot, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, directeur général de l'Alliance du commerce et de l'Union du grand commerce de centre-ville. Et avec nous aussi Emmanuel Leroc, bonjour. Bonjour. Délégué général de Procos, qui est la fédération représentative de commerce spécialisé. Et vos appels, bien sûr, 0826 300 300 si vous voulez témoigner. Vous êtes un petit commerçant ou alors vous êtes un client et vous voulez dynamiser vos centres-villes, vous pensez qu'il n'y a pas assez de monde, vous nous appelez, on en parle. Oui, c'est souvent un baromètre, le commerce. Quand on va chez des commerçants, on leur dit alors ça va, ça vend, ça marche pas, etc. Et souvent on a une tendance un petit peu de l'évolution en fait de la société. C'est toujours le cas d'ailleurs ou pas, Emmanuel Leroc? En fait, c'est un vrai baromètre local, ça c'est certain. Alors après, est-ce que les commerçants, parfois, on sait, il y a parfois du pessimisme, etc. Donc en fait, c'est pas un baromètre évidemment très fiable, mais il y a un certain nombre d'indicateurs qui le sont. Notamment, s'il y a de la fréquentation dans les rues, s'il y a de la vacance commerciale. Non, puis même si les gens, en fait, ils dépensent en fait un tout petit peu moins. C'est-à-dire que s'ils vont chez le boucher, ils achèteront un peu moins parce que c'est un peu cher, ou chez le fleuriste, ou un petit peu partout, quoi. C'est un baromètre de la société. C'est vrai. C'est un baromètre que, en fait, il y a des choses toujours très surprenantes. C'est qu'en réalité, les tendances sont extrêmement les mêmes partout en France au même moment. Ce qui m'a toujours surpris d'ailleurs. Mais en fait, il y a une espèce de, et en fait, il y a un sujet très fort dans la consommation, c'est la confiance. C'est la confiance des gens. Donc, quand ils sont en confiance, soit pour des raisons sanitaires, malheureusement, avant, on pensait que ça ne pouvait pas arriver, qu'on soit gêné par le sanitaire, mais soit sur des sujets de pouvoir d'achat, tout autre chose. Comment on s'inscrit dans le temps et à partir de là, on change nos modes de consommation, nos comportements. Johan Petiot, est-ce qu'il faut incriminer gentiment, bien sûr, les maires qui, pendant des années, ont laissé la porte ouverte à des grands ensembles et qui ont vidé finalement les centres-villes? Alors, ce qui est certain, c'est que les élus locaux ont une responsabilité dans l'aménagement commercial de leur territoire, mais ils l'ont aussi bien en centre-ville qu'en périphérie. Je crois qu'aujourd'hui, l'un des enjeux aussi de cette campagne, c'est d'essayer de dépasser ces clivages entre centre-ville et périphérie, parce que vous savez, il y a 7 Français sur 10 pour qui le commerce de proximité, finalement, c'est son commerce de périphérie, parce qu'il ne vit pas dans le cœur de ville. Et donc, on oublie souvent ça. Et donc, pour tous ces Français... C'est pas l'un contre l'autre, en fait. Non, c'est pas l'un contre l'autre. Il faut que l'un et l'autre avancent ensemble, que les élus locaux aient une vision globale pour que chacun puisse vivre ensemble. Et c'est vrai que ces dernières années, on a beaucoup parlé des centres-villes. Il y a eu le plan d'action cœur de ville lancé par le gouvernement, qui a porté essentiellement sur les centres-villes. Il y a des vraies difficultés, mais il ne faut pas oublier que la périphérie aussi doit se transformer. Ça va être un des enjeux des années à venir aussi. Ouais, on va voir d'ailleurs un petit peu dans les propositions que vous formulez à travers ce livre blanc, 22 propositions pour développer en fait le commerce. Ce qui est important, c'est vous dites pour développer le commerce, parce que avec la crise en fait du Covid, on a cru que finalement il y allait avoir un monde qui allait s'effondrer, une partie des commerces qui n'avaient plus d'avenir, que tout allait se déporter sur le numérique, le digital, l'achat en fait en ligne. On en est où aujourd'hui par rapport en fait à cela, Emmanuel Leroc, et puis ensuite vous, Johan Petiot? En fait, la Covid, c'est avant tout une crise de mobilité en fait. Donc il y a eu une accélération du recours au numérique dans tous les secteurs. C'est vrai, c'est vrai du cinéma, c'est vrai d'autres choses. Donc c'est vrai dans le commerce. Aujourd'hui, le commerce est passé d'avant la crise à peu près 9,5% de le e-commerce dans les parts de marché à 14% à la fin. Bon, ça a accéléré une tendance qui existait déjà. Ça n'a pas tout bouleversé. Et comme vous dites, si on devait se rassurer, le commerce aurait pu s'écrouler. Enfin, on a fermé des mois entiers. Ah oui. Non, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Ça veut pas dire que c'est rassurant à 100%. Ça veut dire qu'il y a un vrai besoin. Ça veut dire aussi que le e-commerce ne peut pas substituer le commerce physique comme ça du jour au lendemain. Par contre, ce qui est vrai par rapport au passé, c'est que notre environnement a énormément changé. C'est-à-dire qu'il y a pas seulement, il faut pas simplement regarder le commerçant d'à côté, qu'il soit en centre-ville ou en périphérie. Il faut regarder, bien sûr Amazon, mais tout le monde y pense, mais il faut regarder le quick commerce, il faut regarder les réseaux sociaux, il faut regarder un certain nombre d'acteurs qui n'étaient pas des commerçants jusque-là et qui sont devenus des commerçants, parce qu'ils peuvent vendre des produits, ou même le consommateur lui-même qui peut vendre en commerçant tout commerçant, on va dire,
Et donc, c'est ça qui a changé et qui bouleverse le modèle économique du commerçant physique. C'est-à-dire que ce commerçant physique, il peut pas simplement le regarder à côté. Il faut qu'il se transforme pour résister. Enfin, pour résister. Résister, c'est négatif. Pour s'inscrire dans ce commerce de demain qui doit nécessairement faire que vous soyez d'abord un bon commerçant, c'est-à-dire offrir quelque chose dont les consommateurs ont besoin. C'est quand même la première base. La première base, c'est pas le digital, c'est celle-là. Et ensuite, que vous existiez, si possible, sur le digital quand même, au moins en tant qu'adresse, que vous soyez ouvert quand les consommateurs en ont besoin. Enfin, c'est tous ces sujets-là et que le lieu de commerce soit accessible. Là, on parle aussi aux maires, c'est-à-dire le centre-ville. Sur les ZFE, sur toutes ces... Sinon, effectivement, on privilégie à chaque fois le canapé et le smartphone. Mais les experts parlent quand même d'une économie de la flemme. C'est-à-dire que on achète sur Internet, on va chercher en click and collect et on reste pas en fait. C'est vrai que ce sera toujours plus simple d'acheter. Enfin, si on regarde, c'est le seul prisme d'achat, c'est la facilité. Et c'est vrai que c'en est un. On peut le comprendre. C'est vrai qu'aujourd'hui, le digital a facilité énormément les choses. Vous pouvez acheter à l'heure où vous voulez. Ils peuvent vous livrer chez vous. Maintenant, on livre quasiment à toute heure. Donc, c'est vrai qu'il faut qu'on attache aussi une importance à rendre le commerce physique aussi simple, en le rendant facilement accessible, en faisant en sorte que les horaires d'ouverture puissent correspondre aussi au temps de loisirs des Français. On estime aujourd'hui que les commerces physiques sont ouverts 30% du temps libre des Français. Oui, ce qui est pas donc beaucoup. c'est vrai que c'est pas beaucoup. Donc si on veut faciliter ces achats, si on veut redonner 30% du temps libre, quoi. Oui, c'est ça, parce que le reste du temps on travaille, on n'est pas là. Voilà, c'est ça. Et le dimanche, globalement, c'est fermé. Et le dimanche, dans la majorité des cas, sur les zones touristiques, on est fermé, c'est ça. Donc c'est faire en sorte, il faut qu'on réfléchisse au niveau local et au niveau national à faire en sorte de donner les moyens aux commerçants de répondre au temps disponible des consommateurs. Alors c'est quoi, pour être très concret, par exemple sur le soir ou sur le week-end, sur le dimanche, vous dites comme finalement sur le numérique, il faut que les commerces soient ouverts puisqu'on peut commander à toute heure. Alors sur le dimanche, c'est vrai que pendant très longtemps, on a dit il faut ouvrir il faut permettre aux commerçants de pouvoir ouvrir tous les dimanches partout en France. Il faut pas faire peur. Je pense qu'il n'y a pas vocation pour tous les commerçants à ouvrir tous les dimanches partout en France. Par contre, ce qu'on dit au gouvernement, c'est qu'il y a des dimanches dans l'année dont on sait que les Français vont vouloir acheter parce qu'on est en période de rentrée scolaire, parce qu'on est à la période de Noël, parce qu'on est en période de solde. Et donc, il faut que partout en France... Ou sur des longs week-ends, par exemple. Ou sur des longs week-ends. Il faut qu'on puisse donner ces dimanches-là la possibilité à tous les commerçants, quels qu'ils soient, où qu'ils se trouvent, de pouvoir ouvrir pour que les clients viennent en magasin. Ça fait à peu près 12 dimanches par an, donc c'est pas une généralisation. Et puis, bien sûr, ça doit se faire avec accord, avec le respect des volontaires des salariés. Mais ça, il faut qu'on aille un peu plus loin. La loi Macron avait commencé un peu en 2015, mais ce qu'on s'aperçoit, c'est que finalement, il y a moins d'un tiers des villes de plus de 100 000 habitants qui donnent les 12 dimanches. Donc même dans les grandes villes, finalement, les commerces ne sont pas ouverts les dimanches dits essentiels, si l'on veut. Donc là, il faudrait qu'on puisse un peu avancer sur ça. Allez, quelle priorité faut-il mettre en évidence pour sauver les commerces, l'ensemble des commerces, des petits et des grands, bien sûr. Vous pouvez nous appeler 0826 300 300 et puis nous en parlons ce matin avec nos deux invités. Encore une vingtaine de minutes. Donc 22 propositions pour développer le commerce, Alliance du commerce et Procos. Il y a une alliance pour éventuellement essayer de redynamiser un petit peu les choses. Restez avec nous, on revient dans un instant. Sud Radio présidentielle 2022. La vérité en face. 9h43, la vérité en face, sauver les commerçants et dynamiser les centres-villes. Pour en parler ce matin, Yoann Petiot, directeur général Alliance du commerce et de l'Union du grand commerce de centre-ville, et Emmanuel Leroc, délégué général de Procos, fédération représentative de commerce spécialisé. Oui, avant de voir aussi vos propositions, est-ce qu'il y a des secteurs qui sont bouchés quasiment en fait dans le commerce aujourd'hui et d'autres qui sont en pleine ascension? Emmanuel Leroc. En fait, il y a du structurel et du conjoncturel. Enfin, en ce moment, sur le conjoncturel, c'est clair qu'on passe beaucoup de temps à la maison, donc le bricolage, tout ce qui est autour du bricolage et tout ce qui est autour de l'alimentaire, c'est-à-dire qu'on consomme plus à la maison. Donc, il faut faire attention du jugement qu'on peut porter sur le très court terme. Ça, c'est la situation de court terme et du plus long terme. Sur le plus long terme, on sait qu'il y a des secteurs qui sont plus affectés mais depuis longtemps par nos changements de mode de consommation. Il y a des difficultés dans le textile, par exemple dans la mode, d'une manière générale. Il y a des transformations qui sont liées au fait qu'on s'habille différemment et plus on va faire de avec télétravail, du deuxième main, entre autres. Voilà. Mais ça ne veut pas dire que ce sont des secteurs, on va dire, bouchés, comme vous dites. Mais en fait, le problème, c'est qu'il y a une diversité de choses. Il y a le monde de l'occasion. Enfin, en fait, c'est un changement absolument global de tout ça. Et le sujet, c'est pas tellement d'être saturé. Alors, il y a peut-être des secteurs où c'est saturé, mais c'est surtout de s'adapter à un mode de consommation qui est en train d'évoluer, mais
C'est pas simple, parce qu'il y a d'un côté, il y a un peu une bipolarisation des consommateurs. D'un côté, des consommateurs qui veulent acheter toujours moins cher. Ouais. Donc, on voit que le discount se développe de manière énorme. Et puis, et donc, aussi bien sur Internet d'ailleurs que, Enfin, que dans les parfois, magasins. ils n'ont pas le choix aussi. Oui, alors, ça, non, voilà, il y a c'est deux ça. sujets. Il y a deux sujets, effectivement. Ouais. Il y a le choix et l'imposer, et forcément le sujet électricité, etc., accélérer ces sujets. Et de l'autre côté, une autre partie qui veut aller vers un commerce plus responsable. Et entre les deux, il y a les acteurs du commerce. Et il faut trouver sa place, et il faut trouver sa place en accélérant. Donc c'est ça l'enjeu. Plus que de dire est-ce qu'il y a trop de monde ou pas assez de monde. De toute façon, il faut s'adapter. Et Yann Petiot, est-ce que vous avez le sentiment que les candidats à la présidentielle s'occupent et sont actifs sur le commerce, sur l'avenir du commerce? Non, malheureusement, aujourd'hui, force est de constater qu'on n'a pas du tout ce sujet au cœur de la campagne. On n'a pas beaucoup de campagnes, vous allez me dire, mais ce sujet-là, encore moins. On a beaucoup parlé commerce au cours des 2 dernières années en réaction à la crise, parce qu'il fallait sauver le commerce, sinon, en effet, il serait mort. On peut reconnaître que le gouvernement a quand même mis en place un certain nombre d'aides qui a permis au commerce de survivre. Mais aujourd'hui, c'est pas survivre qu'on veut, c'est qu'il se transforme et qu'il réussisse. Et aujourd'hui, il n'y a pas de vision. Donc nous, ce qu'on demande, c'est véritablement déjà des candidats avec un programme sur ce sujet. Ensuite, après qu'on ait un président et un gouvernement qui soient engagés pour le secteur du commerce, qu'on ait un ministre du commerce qui puisse être nommé avec cette vision. Ça existait, ça. Oui. Ça existait, mais ça n'existe plus depuis plusieurs années, en tout cas. Et c'est vrai que rien que dans le message envoyé, on sait il y avait Alain Griset sur les petites et moyennes entreprises. Oui, mais il est quand même appelé ministre des petites entreprises. Ça veut déjà dire, est-ce que quand vous êtes une ETI, est-ce que vous êtes aussi dans le commerce? Est-ce qu'on s'occupe de vous? Aujourd'hui, on a des leaders français dans le commerce, que ce soit dans le textile, dans le sport, dans la maison. Donc il faut vraiment parler à tous ces gens-là. Donc il faut qu'on ait un ministre du commerce qui développe un programme et des mesures concrètes avec une administration forte derrière qui puisse aussi mettre en œuvre toutes ces mesures. Ce qui impacte forcément les commerçants aujourd'hui, ce sont les charges qui impactent forcément le prix final, avec cette lutte généralement avec les bailleurs, de pouvoir réduire ces coûts. On l'a vu pendant le confinement. Hein. Oui. Oui, tout à fait. C'est maintenant une obligation, en fait. Si vous avez moins de chiffre d'affaires en magasin, si vous voulez un modèle économique pérenne pour le magasin de demain, il faut que vous puissiez adapter vos charges. Donc, c'est les charges fiscales, on en parle. Qu'est-ce qu'on fait sur les impôts de production qui pèsent sur le magasin? Il faut qu'ils baissent. Et il faut aussi qu'on maîtrise mieux le coût de l'immobilier. Ces dernières années, les loyers ont explosé dans certains endroits. Les charges aussi ne sont pas maîtrisées parce que vous avez un principe selon lequel les bailleurs, en réalité, refacturent toutes les charges à leurs locataires. Et donc, c'est un coût immobilier qui a explosé ces dernières années et qui n'est plus en cohérence avec la réalité de l'activité du magasin. Donc il faut qu'aujourd'hui, on établisse une nouvelle relation entre commerçants et bailleurs, plus équilibrée, et qui fasse en sorte qu'on arrive à maîtriser... mais c'est un peu la loi du marché, comme pour l'ensemble en fait du secteur locatif ou immobilier, quoi, non? Oui, alors ça c'est sûr que... Alors c'est la question en fait. Alors, on voit qu'un certain nombre de villes d'ailleurs ont confronté à ça, ont mis en place des foncières pour essayer de maîtriser un certain nombre de choses. Donc on ne peut pas maîtriser l'ensemble du marché immobilier. En fait, mettre ces foncières en place pourquoi? Pour racheter des commerces et puis les louer à des prix un peu moins chers, bien sûr. Parce que bien souvent, on voit des magasins ou des devantures qui sont fermés, il n'y a personne pendant des mois, tout ça parce que le bailleur demande toujours un loyer excessif, c'est ça, hein? En fait, le fonctionnement du marché immobilier est un vrai enjeu. Alors comme vous le dites, c'est quelque part l'offre et la demande. Donc on mettra jamais fin à tout ça, mais ce qu'il faut par contre, c'est impliquer le monde de l'immobilier commercial dans la réflexion dont on parle pour que cette prise de conscience sur le fait que le modèle omnicanal ne pourra pas supporter les mêmes coûts immobiliers qu'aujourd'hui soit une réalité, y compris pour eux. Alors c'est dur à avaler, hein, évidemment, mais de toute façon, la réponse commerçant, elle est que de deux ordres, hein. Soit avoir moins de magasins, donc enfermés, soit avoir des magasins plus petits, soit avoir de l'immobilier moins cher au mètre carré. Donc de toute façon, il faudra bien trouver... Et a priori, on peut penser que le monde de l'immobilier commercial, à la fin, a le même intérêt que celui des commerçants, c'est-à-dire d'avoir des magasins occupés. Alors c'est pas vrai ponctuellement, et c'est pour ça qu'on voit beaucoup de vacances commerciales, mais ça doit l'être dans le temps, et il faut que les bailleurs apprennent à raisonner dans le temps, sinon on n'y arrivera pas. Vous parlez des magasins, en tout cas des commerçants omnicanal, mais le problème c'est qu'il y a plein de commerces aujourd'hui qui peuvent pas être sur le net, qui peuvent pas vendre par correspondance, ou en tout cas c'est compliqué pour eux. Donc eux, peut-être un point particulier, non? En fait, on n'est pas obligatoirement dans l'omnicanal. Je pense que le sujet, on a de toute façon... L'omnicanal, c'est quoi? Alors l'omnicanal, c'est la bonne combinaison entre vendre en magasin et vendre sur le net, on va dire. Et toutes les formes que ça peut prendre en termes de points de contact avec le client final, qui est aussi quand même très exigeant et très versatile. Ah bah oui, non, mais c'est vrai. C'est-à-dire qu'il faut après séduire, il faut, etc. Et donc, l'omnicanal, c'est pas obligatoirement être capable de vendre sur Internet, parce qu'il
il y a des problèmes de livraison, etc. Mais c'est en tout cas d'exister. C'est-à-dire qu'il faut, quand vous cherchez aujourd'hui un restaurant, je suis sûr que malheureusement, vous n'avez d'autres réflexes que de regarder sur votre smartphone s'il apparaît. S'il apparaît pas, malheureusement, il a perdu largement une chance. Donc c'est aussi cette approche-là, pas seulement de vendre sur Internet, parce que parfois il y a des secteurs où ça ne se justifie pas. D'ailleurs, il y a des gros secteurs aujourd'hui dans le discount où Internet est marginal, parce que le prix du produit unitaire est beaucoup trop faible pour le livrer chez le client final. Donc c'est pas l'alpha et oméga. Pour nous, c'est un outil de plus, le digital, ça n'est pas la réponse. On n'est pas en train de se transformer en Amazon. De toute façon, si on veut se transformer en Amazon, on a perdu d'avance. Oui. On a perdu d'avance. Donc il faut simplement être bon et résister à ces évolutions très fortes. Oui. Mais quel que soit l'acteur, en effet, il y a différents degrés de présence sur Internet. Votre adresse, Google, un référencement, jusqu'au site Internet, jusqu'à une gestion du stock totalement unifiée, que vous puissiez savoir où est votre t-shirt à l'instant T, qu'il est dans votre entrepôt, dans votre magasin de Strasbourg ou de Marseille. Ça, il y a différents degrés en fonction de votre taille. Mais ce qui est vrai, c'est que pour accélérer sur ça, il faut qu'on soit aidé en termes d'investissement. Parce qu'on sort de cette crise avec une situation financière, c'est vrai, plus fragile. Les commerçants se sont beaucoup endettés pour survivre à cette crise. Alors, ils ont bénéficié du PGE. Oui, on a eu 34 milliards. C'est vrai, on a eu 34 milliards de PGE. Le commerce, c'est le premier secteur à avoir bénéficié de ces PGE. Mais c'est aussi le premier secteur à devoir les rembourser. Donc, il y a une question là, on est en plein dedans, là, actuellement, oui, non ? Les commerçants, les entreprises vont commencer à rembourser en 2022. Et nous, on demande que pour toutes, ça puisse être rallongé si elles le demandent. Et beaucoup sont fragiles aujourd'hui ? Oui, alors on est encore dans un moment où elles ont reçu beaucoup d'aide, donc il faut voir vraiment quand on sera sorti de cette période de crise, voir vraiment comment ça va se stabiliser. Mais en termes d'investissement, pour y revenir, c'est là le plus important. Quelques chiffres. En moyenne, les commerçants français investissent 2% de leur chiffre d'affaires par an. La moyenne des entreprises françaises, c'est 4%. Amazon, c'est 9%. Donc si on veut accélérer dans la transformation digitale, il faut absolument qu'on aide ces entreprises à investir davantage, que vous soyez petit ou que vous soyez moyen ou grand. Et donc c'est là où on dit au gouvernement, nous avons besoin de vous sur cet investissement. On fait 11 milliards d'investissements annuels aujourd'hui, il faut qu'on passe à 22 milliards. Comment on fait ? On ne va pas tout demander à l'État. Bien sûr, les entreprises ont leur rôle, elles doivent prendre leur part, augmenter leur investissement. Mais il faut que l'État nous aide, comme il l'a fait dans le secteur industriel, avec le plan de relance, ou comme il le fait avec le plan sur les 30 milliards à venir. Donc il faut on propose un dispositif de soutien à l'investissement pour tous les commerçants. Il y a aussi encore un problème aujourd'hui, c'est que beaucoup de secteurs commerçants font face à des pénuries forcément de salariés. Trop de charges, forcément, on ne peut pas donner souvent des salaires décents. Qu'est-ce qu'on peut proposer ? C'est un des enjeux qui est d'abord le plus complexe, parce qu'en fait, comme vous dites, la difficulté de trouver des salariés, elle est liée à de sujets, et notamment la Covid n'a pas facilité les choses, puisque là on voit que la restauration c'est encore plus compliqué, mais les secteurs... Là, pas de télétravail, on est d'accord. Voilà, donc c'est des secteurs qui sont un peu pénalisés dans cette ambiance-là, donc il y a tout un travail de toute façon à faire côté acteur, d'attachement, de donner du sens en fait au métier de magasin, qui est dans nos secteurs en non alimentaire vital. C'est-à-dire que si on n'est pas capable d'avoir des équipes engagées et qui accueillent bien les clients, qui s'en occupent bien, en fait on est mort, très clairement. Puisque sinon, Internet, c'est un métier particulier, le commerce. Tout à fait. Voilà. Internet fera toujours mieux pour quelque chose de simple, avec une matrice, etc. L'autre sujet, et ça fait partie de nos propositions, c'est qu'on travaille ensemble avec le gouvernement pour améliorer l'image de ce secteur. En fait, en France, on a un problème un peu avec le commerce. C'est-à-dire qu'on n'a pas, les uns et les autres, rêvé que nos enfants travaillent dans le commerce, pour beaucoup. Et il faut que demain, on soit au même titre C'était faute de mieux, c'est ça ? En fait, c'est un problème de culture. Enfin, je pense que c'est un problème de culture. En fait, les gens qui sortent des grandes écoles, ils ont plutôt envie de travailler dans la banque ou de travailler dans d'autres secteurs ou dans les startups. Ça restera une situation. Mais demain, nos entreprises proposent des métiers également dans les deux spectres. C'est-à-dire à la fois le côté créativité, parce qu'il faut qu'on soit très bon dans tous ces métiers d'expertise, et puis de magasin. Et on sait qu'il y a des gens qui aiment être en magasin. Alors, c'est pas le cas de tout le monde. Mais du coup, il faut qu'on travaille ensemble aussi comme l'ont fait d'autres secteurs comme l'artisanat par exemple par le passé, pour donner une image de ce commerce comme étant notamment extrêmement important pour la vie locale en fait. Je pense que le sujet c'est la vie locale, parce que sinon on parle un peu de manière générale d'acheter des produits, c'est quoi la différence de l'impact? C'est l'emploi local et la vie locale. La vie locale avec les cœurs de ville en fait, ou en tout cas les commerces de quartier, et cette cohabitation, on l'évoquait tout à l'heure aussi avec les grandes surfaces à la périphérie, les galeries marchandes, parce que c'est vrai qu'il y a une facilité à aller
dans ces galeries marchandes parce que le parking, c'est gratuit, parce que vous avez tous les magasins en fait à disposition, parce que vous êtes à l'abri, parce que voilà, il y a moins de problèmes de circulation, quoi. C'est vrai, ce qu'on oublie sur l'emploi, c'est qu'aujourd'hui, le commerce au sens large, si on prend tout le monde, c'est le premier employeur de France, devant même le secteur industriel. C'est plus de 3,2 millions de salariés. Si on rajoute ces 400 000 indépendants, dont 3,6 millions de personnes qui œuvrent pour le commerce aujourd'hui, c'est plus que le secteur industriel. Et c'est un secteur très intégrateur. Un jeune sur 4 commence sa carrière dans le commerce. Vous pouvez entrer dans le commerce avec des diplômes, bien sûr, mais vous pouvez entrer aussi si vous n'avez pas de diplôme et vous avez une promotion aussi, une ascension sociale qui est possible dans ces métiers-là. Et dans beaucoup de territoires, alors que l'industrie a quitté les territoires, c'est le commerce qui a repris la relève en créant des emplois locaux. Et donc, il faut vraiment que les élus, que ce soit dans les villes, mais aussi au plus haut niveau, aient bien ça en tête, parce que si demain le commerce part, c'est l'emploi et le lien social dans les territoires qui sera mis à mal. Alors après, vous parliez en effet de l'accessibilité des zones de commerce. Ça, c'est et notamment avec les restrictions dans les centres-villes, quoi, de plus en plus. Alors, le président de la République n'aura pas tous ces sujets-là, j'imagine, en tête, parce que c'est un sujet très local. Mais ce qu'il faut qu'on ait au niveau national, c'est bien cette idée-là de faire comprendre aux élus qu'avant même de changer les plans de mobilité, de mettre des zones à trafic limité, de mettre des zones à faible émission, de se dire attention, quel impact ces zones vont avoir sur ma vie de commerce, quel impact ça va avoir sur mes habitants, comment vont-ils venir dans leur lieu de commerce. Et donc ça, il faut vraiment qu'on ait ce travail-là, cette réflexion suffisamment en amont pour qu'on puisse faire des mesures qui soient raisonnables sur le plan environnemental, bien sûr, et adaptées aussi sur le plan économique. Oui. Avec une question aussi demain des nouveaux commerces, quoi. Est-ce qu'on a une idée déjà, s'il y a des auditeurs qui nous écoutent et qui se disent tiens pourquoi pas vous me donnez une envie d'aller dans le commerce. Est-ce qu'il y a des secteurs plus que d'autres qui sont porteurs? Évidemment, les métiers de l'alimentaire restent forts, non? Oui, les métiers de l'alimentaire ont été depuis plusieurs années en fait, parce qu'il y a un changement aussi de. Il y a 20 ans, c'était pas le cas. Il y a 20 ans, on disait le petit commerce en fait dans l'alimentaire, c'est mort. La mobilité douce, par exemple. Ouais, la mobilité douce. Enfin, il y a toujours eu beaucoup. Enfin, en fait. Il y a toujours eu beaucoup de nouveaux concepts dans le commerce, et il y en a encore aujourd'hui. Ça paraît surprenant, mais en sortie de crise, il y a des acteurs qui ouvrent des magasins, etc. Donc il y a des franchises. C'est pas un secteur mort. C'est important de l'avoir en tête. C'est un secteur qui a toujours été vivant. La différence, c'est que jusqu'à présent, ceux qui mouraient étaient toujours remplacés par des nouveaux. Aujourd'hui, on est dans un schéma où l'inquiétude qu'on doit avoir, enfin notamment au niveau réflexion publique, c'est qu'aujourd'hui, on peut déterritorialiser le commerce. C'est-à-dire qu'on peut faire du commerce à partir d'un territoire qui n'est pas le centre-ville, ni même la périphérie. C'est pour ça qu'il ne faut pas se construire d'enjeu. Notre enjeu à nous, c'est que ce commerce reste sur le centre-ville et la périphérie. Parce qu'en fait, alors qu'on peut avoir demain, je vais prendre cet exemple-là, comme les réseaux sociaux. Demain, si on fait du commerce en réseau social pur et que le produit vient d'un entrepôt, je sais pas où, et que ça prend des dimensions énormes, on aura fragilisé forcément, puisque la problématique de la fréquentation, et là je pense qu'il faut qu'on se regarde tous aussi dans les yeux sur notre comportement, c'est-à-dire si à chaque fois qu'on se fait livrer chez soi, pour faire simple, on fragilise le commerce physique. Donc on est un peu schizophrène, c'est-à-dire qu'à la fois on dit tous il faut c'est super le commerce de proximité, quelle que soit notre proximité, mais à l'inverse, on fait autrement. Donc la livraison à domicile, c'est évidemment normal d'en faire. Et en plus, il y a un certain nombre de volumes d'achat, mais par contre, il faut faire attention à le faire n'importe comment, en 10 minutes, etc. Tous ces sujets qui sont complexes. Merci, Yoann Petiot, Emmanuel Leroc. Donc, on vous 22 propositions. À lire ce livre blanc. Oui, pour développer le commerce, et puis surtout, donc évidemment, que ce soit les candidats à la présidentielle qui s'en emparent, parce que c'est un sujet important, capital, vous l'avez dit, pour la vitalisation des cœurs de ville, mais pas seulement, en fait, aussi pour la France. Et puis quand le commerce va, tout va. Nous, Sud Radio, en tout cas Radio des Territoires, on adore les petits commerçants, on les embrasse bien entendu.